Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop poverty. Oxen Fanchan. Stop armoede. Amanya Huachakai Kachunchu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert dans mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like PME. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise un mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, mais alors vous m'arrêtez pas après, hein. Il y a 60 ans, jour pour jour, un homme, le père Joseph Brzezinski, décidait de s'installer à quelques mètres d'ici, dans un camp pour sans-abri qu'il avait visité le 14 juillet. Et en visitant ce camp, il s'était rendu compte que les gens qui y vivaient étaient comme sa mère, comme son père, comme ses frères, comme ses sœurs. Il sentait que les gens qui vivaient l'extrême pauvreté, qui étaient rejetés de partout, étaient ignorés et qu'on ne les considérait pas et qu'ils n'arrivaient pas à se réunir. Et donc il a décidé de s'installer ici pour que les gens se fassent entendre, qu'ils se réunissent et ensuite qu'ils appellent les autres à les rejoindre. C'est la création du mouvement ATD Quart-Monde. Le père Joseph, la première fois qu'il est arrivé, c'était donc en juillet. Et je me souviens ça parce qu'il était venu voir mes parents. Et puis avec sa soutane et puis des chaussures qui n'étaient pas semblables. Et sa dodoche, il est arrivé. Et puis ma mère, elle disait, mais le pauvre homme, il n'a même pas deux chaussures pareilles.
Et ce qui a changé à ce moment-là, c'est que les choses se sont organisées. On a ouvert le Club du Savoir. Le Club du Savoir avec les jeunes. Donc il y avait le Père Joseph, il y avait vous les volontaires, il y avait moi, des types comme moi, si tu veux, qui avaient une formation. Et c'était vraiment une chaîne l'une à l'autre. Et je crois qu'avec les jeunes, après, tout s'est ouvert vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez préféré? Tout, le cœur. Ça donne des frissons. Moi, ce que je préfère, c'est le cœur. je disais tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on se disait, un cœur, c'est un tout seul, ça marche pas. Toute la musique, un orchestre, et ça, j'aurais dû le dire, c'est quand on est tous ensemble que ça marche. C'est l'histoire avec les chansons, on avait l'impression de voyager. Tout à l'heure, c'est tellement été avec la petite dame qui chantait qui avait la belle voix. C'était tellement parti dans l'émotion avec elle que j'en pleurais. Je sentais le coffre qu'elle avait, l'émotion, je l'avais avec elle au même moment. Et quand elle redescendait, ça redescendait en même temps qu'elle. Ce qui nous a beaucoup marqué dans ce que nous avons découvert du Père Joseph, c'est cette idée que chaque être humain est capable de se transformer si on lui ouvre les chemins de la connaissance. Et cette phrase, elle nous a touchés au cœur, parce que c'est exactement ce que nous voulons faire quand nous disons que la musique spirituelle, la grande musique, comme parfois on l'appelle, elle est accessible par tout le monde, que tous les enfants du monde peuvent l'écouter, peuvent l'apprécier, peuvent être heureux en chantant, en écoutant et en recevant la force et l'intensité de cette musique. L'idée, ce que je trouve important en tout cas pour moi, c'est de pouvoir créer du lien, même s'il est fugace, même s'il est dans l'instant. Là, ici, aujourd'hui, j'ai fait des rencontres super qui rejoignent vraiment ATD Quart Monde, c'est-à-dire l'idée que les gens, tous les gens, quels qu'ils soient, c'est ça la dignité humaine, ils ont quelque chose à dire et à apporter. J'avais dans mon angle de vue une petite fille qui, tout comme moi en fait, elle se laissait habiter par la musique, elle était comme ça, quand il y avait un coup d'archet, elle était comme ça, je trouvais ça génial. Il y avait un petit bébé aussi qui restait tranquille pendant 1 heure. Enfin, voilà, c'est ça qui est amusant aussi là, du coup de voir la spontanéité des enfants là qui expriment des choses, qui expriment que la musique passe par eux. He calls himself a dreamer.
saying, why am I doing children's books for children who have so much? I was questioning, is this really a good thing to do, that I'm making books for children who actually have the resources to go to school, to have good teachers? By a twist of fate, Robert was approached by an NGO to conduct an art workshop for children living in cemeteries and under the bridge. Good afternoon. Hi, Kuya Robert. Hi. Magandang hapon. Uy! This slum in the capital city of Manila is home to about 50 to 60 families. All Together in Dignity, or ATD Fourth World, has been working alongside this community for the past 20 years. ATD Fourth World is an international movement founded in 1957 by a French priest, Father Joseph Wrzynski, to unite all sections of society around the poorest of the poor. ATD encourages the deprived to think about solutions to their problems, relying on their own strengths rather than material assistance. Sometimes the person has a very low sense of self. They feel as if sometimes they are garbage. They have no use to the community. And that's very, very bad. When you have a low sense of self, you can hardly move on into other things. When you have relationships, you see them as a person, as a friend. They see themselves as may halaga. Halaga means a sense of self-worth. And from there, you can build something. Sinong gustong matuto mag-drawing? Okay. Sige. Every summer, Robert conducts art classes for children aged 16 and below. He has been doing this for 15 summers past. Okay. A! Sino nakakakita ng lapis? Ikaw? Sino pa? Wow, lahat nakakakita ng lapis. Yung A. Today, he's tapping on the children's imagination and helping them to form images out of the letters of the alphabet. Ah, ang bilis! Oh, palagpagan natin! Isa siyang matabang lapis. So, drawing lapis. What I realized is that children are children, no matter where they are, whether they live in poverty or they live elsewhere. A lot of times these children have to work for a living, so they're hardened, but actually they're just still children who are fun-loving, who want to play and want to learn. May nakikita ka bang paru-paro? Sige nga. Wow, very good. Palakpakan natin. He's a bridge between them and the society who sometimes or often, it depends, excludes them. It's not every day that the people under the bridge or elsewhere have an artist coming to their place to share a happy moment. It's always a happy moment, and everybody needs such moments in life. To some, Robert and ATD's approach may seem simplistic or lofty, but meaningful relationships have made all the difference to 28-year-old Kathy Dosse. She was 15 when she met Robert and ATD. Papasalamat ako kay Robert kasi nga naging mabuting tao siya, hindi siya maarte. Kasi pagpiling ko, pag maarte, hindi ko talaga pinapakisamahan talaga ng ano. Kapag alam ko na bukal sa kalooban,
kasamahan kita. Kay Robert, gano'n naman siya. Tsaka yung mga kaibigan niya, kaya, ayun, nagsama ako. Nowadays, Kathy volunteers as a community facilitator. She assists in storytelling workshops every Saturday and sometimes teaches art too. Parang bilib ka na sa sarili mo eh. Ang sarap tawagin ng ate. Yeah. Minsan kuya tawag sa akin. Okay lang. Ayun, yung mga ganon. Masarap kasi nakakatulong ka sa bata kahit sa ganong kahit sa ganong gawain mo lang. I wanted them to learn about saving because I am a big believer in saving and Filipinos are not great savers. So I thought of the piggy bank workshop because first of all, it's from junk, it's from scrap, it's easy to do, I can teach them, it's creative, and I know they'll have fun. Okay. And transformation has happened in the minds of the people. During the International Day to Overcome Extreme Poverty 2011, the community under the bridge, together with ATD's sister NGOs, took to the streets to tell their stories. Carrying Robert's giant portraits of hope, the community shared how they are fighting poverty. Alam ko kung ano ang estado namin sa lipunan, pero hindi ko tinitignan ng kahirapan bilang isang malaking balakid sa pangarap ko na makapagpatayo ng sarili kong preschool. Alam nyo, nagbabago sila unti-unti. Para mas maganda ron, kahit isang araw lang, 2 araw lang, napapagbago mo yung katauhan mo bilang ikaw. Pag nandito ka, di ba, tismis ka ng tismis. Pag nasa ibang lugar ka, parang behave ka lang. Makikisalamuha ka. Kaya yung mga tao dito, ayos naman, hindi naman ako nahihiya sa kanila kung saan ko sila isama. Kasi nakikisama rin sila. Kathy looks to the future with hopeful expectations. Her dream is to get a job as a face painter. And while it has not come to fruition yet, she is simply joyful that her craft is able to bring a colorful moment into a child's life. Just like the dreamer and artist who taught her that time and talent must be shared selflessly. Oh, nagustuhan ko yung baby exam. We're fighting poverty, but I don't have to wait until poverty goes away. My coming here, doing the workshop, is already for me my joy and my happiness. It's already a dream come true for me. Okay, buntot. Et apportent leur savoir. Les étudiants, les menuisiers, apprendre aux gosses la menuiserie, que chacun sache qu'il a quelque chose à apprendre à l'autre et que l'autre aussi peut lui apprendre. Eh bien, c'est la clé de tout avenir. C'est la possibilité d'être vraiment intégré dans la société.
in time para matuto siya kahit ilang letters, ilang words, pero sabi nga yun kasi yung foundation ng mga bata, yung ilang letra ngayon, tapos pag napagsama-sama nila, parang gano'n lang din yung ginagawa natin, parang kahit ilan tayo, once a week lang, pero yun pa rin yung magsasama-sama para later part, mag-grow din yung moments. Poverty is a form of violence. It leads to humiliation and it silences people. It destroys lives. But poverty is not inevitable. Like slavery or discrimination, it can be overcome. Those who endure poverty resist its injustice in countless ways. If we are to confront the challenges facing the world today, we need their intelligence and courage. Today, people who feel outcast are making themselves heard and are taking action. Others are joining them to build a peaceful world where no one is left behind. I choose to join them in overcoming poverty. Passionné d'économie et d'éducation, mais surtout, depuis que je connais ATD Quart-Monde, ça fait une trentaine d'années de ma vie de jeune adulte, puis d'adulte, avec ma compagne et mon premier enfant, mon deuxième enfant qui sont nés, on a vécu la moitié de notre vie dans des quartiers populaires, où il y avait beaucoup de familles qui avaient une vie extrêmement dure. Puis l'autre moitié dans des lieux d'ATD Quart-Monde où il y avait la rencontre entre des personnes qui avaient cette vie extrêmement dure et puis d'autres qui essayaient de lever leur peur, de lever leur sentiment de culpabilité pour qu'on s'unisse et qu'on avance ensemble dans la lutte contre l'exclusion sociale. J'ai beaucoup reçu, j'ai constamment reçu. Alors après, qu'est-ce que ça a été cette vie de volontaire? Ça a été de vivre une suite de rencontres incroyables dont je ne pensais pas qu'elles puissent jamais exister. Et de rencontres avec des personnes dont ni ma famille ni mes relations ne m'auraient jamais permis de les rencontrer. Des personnes très pauvres, des personnes qui avaient des talents d'artistes, des personnes qui avaient des personnes d'autres milieux sociaux que celui de sortir des frontières où je pensais que des frontières géographiques, des frontières sociales, des frontières où je pensais que j'étais enfermé. Moi, je suis dans la petite équipe qui anime ce mouvement, mais ce mouvement, il s'anime partout où il est par plein de personnes et ça me fait penser à une militante d'ATD Quart-Monde qui, en rencontrant le délégué général, lui a dit dans sa petite cahute à côté d'un endroit où il y avait eu des inondations et tout avait été balayé, qui a dit ici ATD Quart-Monde c'est moi. Et c'était elle, parce que c'était elle, et effectivement dans son quartier, là où elle était, avec ses voisins, avec les gens autour d'elle, elle avait la préoccupation de ceux qui avaient les plus grandes difficultés, et elle avait la préoccupation de s'unir ensemble. Je crois vraiment que c'est une grosse responsabilité de partout là où on est. La personne qui est dans un quartier très pauvre, d'aller à la rencontre de ceux qui ont le plus du mal, c'est vraiment une très grosse responsabilité. De réussir à aller à la rencontre des institutions, quand on est dans une institution, de prendre des risques, qu'on soit au niveau de la base avec toute sa hiérarchie au-dessus, ou qu'on soit tout en haut, prendre des risques pour respecter l'idéal de son institution et pour permettre qu'elle aille au bout de ce qu'elle doit créer, que ce soit du logement, que ce soit des soins de santé, que ce soit de la protection sociale, que ce soit de l'emploi ou que sais-je encore. Je crois que
c'est à tous les niveaux de responsabilité, où en fait, à chaque fois, c'est une énorme responsabilité, parce qu'une personne l'exclusion sociale, c'est une énorme responsabilité de chacun d'entre nous. Pour moi, dans ma responsabilité d'être dans cette équipe de délégation générale, je pense que le plus grand défi, c'est d'arriver à prendre la mesure de ce que toutes les personnes qui s'engagent dans ce mouvement mettent comme risque, tout ce qu'elles vivent comme désespoir et comme espoir, et de permettre qu'il n'y en ait aucun qui reste isolé là-dedans. Quand on parle de culture, ça me fait repenser à une semaine où on était allé faire un tour des quartiers à Lille en racontant une histoire qui s'appelle La boîte à musique, qui raconte l'histoire d'enfants dans un quartier où des familles ont la vie difficile et qui rencontre une histoire d'amitié entre enfants et qui raconte aussi l'histoire de leur famille et puis l'histoire aussi de personnes qui venaient d'autres quartiers, qui animaient ces temps autour du livre. Et on était allé dans un quartier lire ce livre et on commençait chaque jour à lire un chapitre et le jour suivant dans un autre quartier on continuait un autre chapitre et on lisait ensemble avec les enfants le chapitre suivant. Et cette fois-là, on a commencé à lire un chapitre et on a pris des cailloux sur la figure parce qu'il y avait les jeunes du quartier qui nous balançaient des cailloux sur les enfants et sur nous alors qu'on racontait cette histoire. Et puis on a continué, on est échappé aux cailloux, et puis il y a un des jeunes qui lançait des cailloux, qui petit à petit s'est rapproché, s'est assis. J'ai été à sa rencontre pour éviter qu'il continue à nous balancer des cailloux, et on a pris un livre, et il a commencé à lire la première phrase d'un des chapitres. Et il lisait chaque mot, c'était un jeune de au moins 14-15 ans, il annonnait sur chaque mot. Et ce gamin qui était en train de nous balancer des cailloux, pendant une demi-heure, a essayé de lire chaque phrase. Après ça, je lui répétais la phrase, et puis il continuait, et je lui relisais le paragraphe, et ensemble, on est allé au bout d'un chapitre ensemble. Et pour moi, il y avait cette découverte, cette envie de lire, quand c'est une lecture qui fait sens et quand c'est une lecture qui te relie qui te fait comprendre ta vie et qui te met en contact avec les autres. Et pour moi, dans la culture, oui, il y a l'accès au beau, ça c'est super important. Et puis, mais avec l'accès au beau, il y a aussi l'accès à comprendre ce qu'on vit, il y a comprendre d'où on vient, comprendre ce qu'on vit, communiquer avec d'autres, permettre la rencontre avec d'autres. Pour moi, la lecture, alors on pourrait parler après de la peinture, on pourrait parler du chant, mais c'est cette culture-là qui n'est pas simplement une culture d'une élite, qui n'est pas une culture populaire, qui est vraiment une culture de tous et une culture de comprendre son identité et de se relier à d'autres et de se relier à tous. Pour ce gamin qui a donné la lecture, clairement, c'était pas superflu, c'était un combat contre la violence qu'il avait en lui, contre la violence qu'il subissait d'être à 14-15 ans, de ne pas savoir lire et écrire, et donc de ne pas aller dans une formation, et de ne pas être en lien avec les autres. Mais si on pense à la peinture, pour moi la peinture, ça représente des lieux où tout le monde avait peur d'aller. Je pense à des lieux de décharge d'ordures dans des pays où en fait tout le monde avait peur, sauf les gens qui habitaient là-bas. Et en fait c'est par la peinture qu'a commencé la rencontre. Parce qu'on ne pouvait pas aller là-bas et offrir quelque chose, fallait bien amener quelque chose, et ce qu'on pouvait amener, c'est uniquement quelque chose de gratuit. Et c'est la peinture qui, au départ, a permis cette rencontre-là, et qui a permis et c'était quelque chose d'extraordinaire, dans un lieu où tout est moche, d'apporter quelque chose, des magnifiques couleurs, et de faire une exposition de peinture, ça change la vie. C'est le début d'une vie
où on peut se mettre ensemble. Ça me fait penser à un des volontaires d'ATD Quart-Monde qui a peint comme ça dans tous les lieux d'une ville où il y a des personnes en situation de pauvreté et les endroits où elles passent. Et puis après, il a fait une exposition de peintre. Bon, évidemment, ça a donné à d'autres envie de peindre aussi, et ils ont peint aussi. Et puis après, ils ont fait une exposition de peinture. Alors, il y a eu dans des galeries, mais ils ont fait aussi une exposition de peinture sur les grillages de séparant des immeubles dans des quartiers, des deux côtés du grillage, évidemment, pour permettre la rencontre. Ils en ont fait aussi une exposition des peintures au tribunal où étaient condamnés des gens pour des toutes petites choses. Ils l'ont fait aussi dans un... Enfin, ils l'ont fait dans un lieu de distribution de soupe populaire. Ils ont refait l'exposition de peinture partout. Et évidemment, quand il y a l'exposition de peinture, les gens, face à un truc comme ça, les gens ils commencent à se parler. Et ils se rencontrent. Et il y a quelque chose, il y a une étincelle qui surgit. Après, il faut qu'il y ait d'autres choses, il faut qu'il y ait des engagements ensemble. Bonsoir à tous. Ouais. Merci d'être là. Vous le savez, cette journée mondiale du refus de la misère est célébrée dans de nombreux pays. D'ailleurs, une délégation mondiale est en ce moment même reçue à l'ONU à New York. Et notre cérémonie à Paris, comme 6 autres dans le monde, est retransmise sur le site stoppauvreté.org. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement, humiliation, enferme dans le silence, détruit des vies. Mais on le dit haut et fort, elle n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Dans un contexte où l'on voit trop souvent les personnes en situation de pauvreté à travers leur manque, cette journée mondiale du refus de la misère est l'occasion de parler de leur courage, de leur force, de leur richesse. Oui, de leur richesse, car les personnes les plus démunies sont source d'innovation, de transformation sociale, source d'espoir pour nous tous. Elles nous font sortir de la fatalité. La société civile se mobilise. 48 partenaires sont avec nous aujourd'hui, syndicats, associations, fédérations. Merci à vous d'être là. C'est ensemble que nous réussirons. 30 000 participants sont venus au village des initiatives pour une société autrement, place de la République, qui était organisée ce week-end. Nous attendons beaucoup des responsables politiques pour construire une société plus juste, mais chacun de nous doit aussi s'engager. Nous devons changer notre regard, nous associer avec les personnes en situation de précarité pour répondre aux défis d'une société qui ne laisse personne de côté. Le président de la République, vous le savez, a annoncé le lancement d'une concertation sur la lutte contre la pauvreté en vue de définir une stratégie. La forte progression des inégalités renforce un sentiment d'abandon d'une partie croissante de la société. Et cela met en péril la devise de notre République. Il est nécessaire de prendre le temps de la concertation, d'y associer sérieusement les personnes qui vivent la grande précarité. Cette concertation doit aussi s'appuyer, entre autres, sur la loi de 1998 contre les exclusions. Il est vraiment temps d'investir durablement dans la lutte contre la pauvreté, de s'attaquer à ses causes profondes et pas seulement à ses conséquences. Et cela demande, entre autres, des moyens financiers qui soient à la hauteur. Permettre à tous la réussite scolaire, l'accès aux soins, à la culture, à la citoyenneté, au logement, à l'emploi, et garantir des minima sociaux qui permettent de vivre dignement, c'est éviter le coût humain et financier intolérable de la pauvreté, c'est agir pour tous et faire vivre la démocratie. Le 17 octobre 1987,
des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré, disait le père Joseph Wresinski. C'était en février 1987. Il a demandé « Redis-moi des prénoms de mères mortes de la misère. Il faudra toujours se rappeler de toutes ces personnes mortes de la misère. » Vous pensez à un monument pour ces morts ? Demandai-je. Non, pas de monument aux morts. Pas de monument d'ailleurs. Un lieu de sens. Un lieu ouvert, un lieu déjà visible dans l'histoire. On y placerait une pierre, une simple pierre gravée. Leur vie. Voilà ce dont je parlerai toujours. Rendre hommage à leur vie. En octobre, le 17, il m'a amené ici. Nous sommes rassemblés une nouvelle fois ce soir, ici, sur ce parvis. Le parvis des libertés, le parvis des droits de l'homme, le parvis du citoyen. C'est là qu'il faut que tu sois, entouré, toujours. Plus de 100 000 personnes étaient autour de moi. D'abord, toutes ces familles qui vivent dans l'extrême pauvreté, et qui s'étaient rassemblés à l'appel de Joseph Wresinski. Le père Joseph, comme elle le nomme, lui aussi venu de la misère. Toutes ces familles appelées à tort les sans-voix et qui voudraient surtout qu'on les écoute. Être sur ce parvis, sortir enfin du silence, témoigner de notre résistance à l'exclusion à laquelle on nous condamne. Avec force, nous voulons crier que les droits de l'homme étaient bafoués. Grâce à notre expérience de la vie, nous venions dire à un monde qui n'oublierait personne. Et tous ces anonymes, tous ces curieux présents aussi, certains pensaient sûrement assister à un événement parisien. En fait, nous découvrions tous que nous étions rassemblés pour prendre un engagement qu'il fallait toujours honorer. Éradiquer la misère, une insupportable violation des droits de l'homme. S'unir dans la fidélité à notre devoir sacré de les faire respecter. Défendre en toutes circonstances l'égale dignité de tous. Oui, il nous fallait un lieu où venir se recueillir, puiser des forces, refuser l'injustice, un lieu où nous pourrions prendre la parole et être entendus dans l'histoire, un lieu pour refuser que les droits de l'homme soient bafoués. À mes côtés ensuite, il nous a tous exhortés. Vous êtes le quart-monde. Vous êtes les héritiers de ces milliers et millions d'enfants, de femmes et de pères qui meurent de misère et de faim. Souvenez-vous et soyez leurs fidèles.
À vous qui êtes enterrés dans des tombes sans nom. À vous dont l'existence n'a fait plus de bruit qu'une feuille qui tombe. Nous vous rendons hommage. Nous exigeons que la plus humble et la plus silencieuse de nos vies soit désormais écoutée et respectée. Nous refusons que nos combats soient effacés de la mémoire des hommes. Madame Hidalgo, maire de Paris. Merci à toutes et à tous et merci pour tant de beauté parce que voilà, quand on participe et qu'on écoute ce qui vient de se passer, on en a la chair de poule tellement c'est beau, émouvant et tellement nous vibrons ensemble. Je veux dire avec Dominique Versini que je remercie d'être là aussi tous les jours à Paris dans l'action pour lutter contre toutes les exclusions, que cette ville, la ville dans laquelle vous êtes, cette ville sur ce parvis des droits de l'homme, cette ville est engagée. Bien sûr, on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes tout seul, c'est pour ça qu'on est ensemble. Mais cette ville est engagée et nous considérons que la lutte contre les exclusions, c'est le combat de ce mandat. Depuis 2014 jusqu'à 2020, nous avons décidé d'en faire une grande cause de ce mandat qui est le nôtre, de ce mandat municipal. Cette cause, elle nous engage tous, elle nous engage bien sûr dans l'équipe avec tous les élus qui sont autour de moi. Elle engage aussi l'administration parisienne que je veux remercier et saluer parce qu'elle est aussi présente sur le terrain tous les jours, dans les maraudes, dans les centres d'hébergement d'urgence, dans tous les lieux qui sont nécessaires pour établir du lien et lutter contre cette exclusion. Et puis elle nous engage tous parce que ce sont aussi les associations qui sont en première ligne de front. Et je veux dire à ATD Quart Monde ma fidélité et aussi mon admiration pour le travail qui est fait.
Je crois que je suis venue pour la première fois en 97 dans des rencontres organisées par ATD Quart Monde. J'ai eu l'immense honneur de participer à cette loi de 98 sur la lutte contre les exclusions et de pouvoir voir aussi une de vos anciennes présidentes, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui avait été vraiment à l'origine d'un travail qui avait mobilisé toute la société. Il faut qu'on continue et sans relâche, parce que la lutte contre les exclusions, c'est un combat de tous les jours qui concerne bien sûr les politiques sociales, les aides, l'emploi, mais, et vous le faites merveilleusement bien, et je veux conclure sur ce point-là, vous dire que la culture et l'éducation, c'est par cela que passe aussi ce combat, et c'est aussi ce chemin que vous avez toujours montré à ATD Quart Monde. Toujours faire en sorte que la dignité de chacune et chacun passe aussi par sa capacité à s'exprimer et à exprimer dans les différentes disciplines artistiques, sa capacité à être debout, fière d'elle-même. C'est ça la dignité. Et le langage de la culture, les langages de la culture et de l'éducation sont la base, vraiment, pour pouvoir lutter contre toutes les exclusions. Je veux vous dire qu'on est loin d'avoir résolu tous les problèmes. Il y en a encore beaucoup sur notre chemin. Nous sommes confrontés à une crise migratoire sans précédent. Nous sommes confrontés à des exclusions de plus en plus nombreuses, à la précarité aussi dans le travail, qui rejette beaucoup de nos concitoyens. Et notre travail à tous, et vous les associations qui êtes en première ligne de front, c'est non seulement d'être dans l'alerte, mais aussi dans la construction. À la place qui est la nôtre, modestement, à la place qui est la mienne, nous sommes avec vous, et vous le savez, de façon définitive, pour ce très beau combat. Il n'y a pas d'autre combat humaniste qui vaille la peine d'être vécu que celui qui consiste à vouloir donner à chacune et à chacun la place qui est la sienne dans la société, avec sa singularité, avec ses particularités. C'est comme ça que nous sommes plus forts ensemble. Je vous remercie. Vivre en famille, soutenir le frère, la sœur, le mari, quand ils peinent à rester debout, quand ils se découragent de leur faiblesse, transmettre de belles choses aux enfants et voir leurs yeux de fierté heureuse quand ce sont les papas et les mamans qui peuvent expliquer. Voilà la vie que nous souhaitons tous. Voilà la force que cherche en se rassemblant ce que la misère accable. Moi, j'ai été placée et je ne me souviens plus du tout de mon enfance. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai été séparée de mes frères et sœurs et qu'on ne m'a pas dit où j'allais. Lorsque j'étais placée, je revenais chez maman en vrai et je quittais maman nourrice. Maman en vrai, elle était perdue parce que je lui demandais des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle avait perdu sa fille sans la perdre. On a beau dire qu'on est placé parce qu'on nous élève mal, en fait, souvent, on nous place que parce qu'on est pauvre. Il faut tout faire pour nous maintenir ensemble. Je me rappelle bien de la souffrance de cette femme, racontée ici, face à moi, un 17. Une autre dame a alors pris la parole ce jour-là. Elle a dit qu'il fallait chercher dans le dialogue entre parents et professionnels des alternatives à de telles douleurs. La peine et le courage de ces parents brisés par la séparation de leurs enfants s'expriment partout dans le monde. Ce jour-là, c'était le dernier jour pour la famille Braxton d'être ensemble avant que les enfants ne partent en placement le lendemain. Nous avions vécu des mois où nous nous étions battus aux côtés de la famille pour que les enfants puissent rester à la maison. Au tribunal, personne n'avait pu nier tout l'amour qu'il y avait dans la famille. Mais on disait que les parents ne pouvaient pas répondre aux besoins de leurs enfants. Eux savaient que personne ne pourrait jamais aimer leurs enfants comme ils les aimaient, les protéger et les comprendre comme ils le faisaient. Impossible d'imaginer ce qui peut se passer dans le cœur d'une maman un jour pareil. Le papa était parti quelques jours
miné par les tensions, le désespoir et par sa propre impuissance. Avec la maman Jennifer, on s'était dit que ce serait bien de sortir, de vivre un moment dans la nature, un moment en famille. Je les ai emmenés en voiture, la maman et les 5 enfants. Tout le monde était silencieux. Finalement, nous sommes arrivés dans un grand parc très sauvage. Jennifer est une femme de grand courage, je le savais, mais ce jour-là, elle m'a émerveillée. Comme elle a su rire avec les enfants, cachant sa peine et son angoisse, sauf à quelques moments où, en cachette des enfants, elle me disait comme elle redoutait ce temps de la séparation. Et là, les larmes lui venaient aux yeux. L'heure de rentrer est arrivée. Dans la voiture, le silence à nouveau s'est installé. Jennifer avait connu le placement enfant et adolescente et gardait en elle une blessure ouverte. Elle nous disait souvent « Je veux tout faire pour que ça n'arrive pas à mes enfants ». Ce jour-là, Jennifer avait puisé en elle des ressources de courage et de tendresse, d'imagination pour cacher son angoisse, sa peine et faire à ses enfants ce cadeau d'une journée heureuse en famille. Un souvenir qu'ils garderaient en eux comme un trésor. Ils vont trop vite à placer les enfants. Ils devraient réfléchir avec nous. Nous sommes privés de nos enfants comme nous avons été privés de nos parents. En nous rassemblant, nous avons découvert que nos parents ont été des combattants. À leur suite, nous luttons pour l'égalité, dignité de tous. À notre suite, nous voulons que nos enfants, même si nous sommes séparés, restent fiers des familles dont ils sont les héritiers. Le moins fort possible. Encore moins fort, le Père.
fermée et les yeux fermés, en toute confiance. Si on pouvait s'abandonner dans ce chant. Le 17 octobre 1992, voilà 5 ans que j'étais ici. J'apprenais que pour de plus en plus de personnes dans le monde, le besoin de célébrer ensemble cette journée était fort. La bonne nouvelle est tombée dans la soirée. Monsieur Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire général de l'ONU, au nom d'un groupe de personnalités internationales rassemblées dans le Comité pour la Journée mondiale du refus de la misère, lançait un appel pour la reconnaissance de la date du 17 octobre. Le 22 décembre 1992, la journée du 17 octobre est proclamée Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté par l'Assemblée générale des Nations unies. Quelle responsabilité c'était! Une reconnaissance internationale. L'engagement pris en 1987 au Trocadéro devenait celui des Nations Unies. Tous les États du monde invités à marquer désormais le 17 octobre. Les plus pauvres surtout, reconnus en première ligne de la lutte contre la pauvreté. Ce n'était que justice et espoir pour eux. J'étais fière. Une nouvelle date dans l'histoire des plus pauvres devenait une date officielle de l'histoire de tous. Ainsi, l'ambition internationale perpétuait les engagements les plus forts de nos sociétés. Dufourny, de Villiers-le-Bel, indigné par le fléau de la misère et par le mépris de ceux qui la subissaient, écrivait le 25 avril 1789 dans ses cahiers du 4e ordre. Allez à la rencontre des infortunés et apprenez d'eux tout ce qui accompagne et suit l'infortune. Voyez comme ils vivent les subsistances, le travail, le logement, les maladies, l'enfance, la vieillesse, les vexations et les humiliations. Chaque député du tiers
vous serez leurs représentants. Alors chaque Français formera des vœux pressants pour la destruction de toutes les causes de la misère, pour la défense des infortunés. Victor Hugo, le 9 juillet 1849. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Le 16 mai 1883, la poétesse Emma Lazarus pour le socle de la Statue de la Liberté à New York. Donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rang pressé aspirent à vivre libre. Le rebut de tes rivages surpeuplés, envoie-les-moi. Les déshérités, que la tempête me les rapporte. Gandhi, le 3 février 1937. La misère est la pire des violences. Nelson Mandela, le 14 janvier 1994. Tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités extrêmes subsistent, personne d'entre nous ne peut vivre en paix. Comme l'esclavage ou l'apartheid, la misère n'est pas naturelle. Elle est créée par les humains et elle peut être vaincue par les actions des humains.